Les espoirs du président américain Donald Trump d'un grand accord qu'il a négocié s'effritent rapidement. Alors que ces tactiques chaotiques ont réussi à amener l'Ukraine à la table, aboutissant aux États-Unis. Et l'Ukraine acceptant un cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre en Ukraine. Ce cessez-le-feu était toujours conditionné par l'accord du président russe Vladimir Poutine. Trump savait que cela n'arriverait jamais avec le projet initial de cessez-le-feu. Mais il savait aussi que la proposition de cessez-le-feu de 30 jours inciterait à plus de discussions avec Poutine. C'est exactement ce qui s'est passé. Trump et Poutine ont discuté. Ils sont même parvenus à un accord. Puis Poutine a poignardé Trump dans le dos et humilié le président américain, en revenant immédiatement sur sa parole. Le cessez-le-feu de Trump s'est effondré avant même son début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon Al Jazeera, le 12 mars, des délégués des cabinets de Trump et du président ukrainien Volodymyr Zelensky sont arrivés en Arabie Saoudite pour des pourparlers de paix. Ces discussions n'impliquèrent pas la Russie, tout comme les précédentes conversations de Trump basées en Arabie Saoudite avec les gens de Poutine n'impliquaient pas l'Ukraine. Après 8 heures de discussions fructueuses, les États-Unis et l'Ukraine ont convenu d'un cessez-le-feu de 30 jours. Les pays ont publié une déclaration conjointe proposant un cessez-le-feu, incluant toutes les opérations terrestres, navales et aériennes. Il n'a été fait aucune mention d'un abandon de territoire de l'une ou l'autre des parties. De plus, l'Ukraine a accepté de reprendre rapidement les discussions avec les États-Unis sur un important accord concernant les minéraux critiques. Ce résultat semble être une énorme victoire pour Trump. Cependant, le cessez-le-feu dépendait aussi de l'accord de Poutine pour que la Russie dépose les armes. Trump savait probablement que c'était impossible, du moins avec la version du cessez-le-feu négocié avec l'Ukraine. Comme prévu, Poutine a dit non. Pour le président russe, les termes du cessez-le-feu manquaient de clarté et ne permettaient pas de résoudre la cause profonde du problème ukrainien. Poutine a également exposé ses propres conditions, au-delà de la résolution de la cause profonde de son invasion, qui semble être sa conviction que l'Ukraine ne devrait pas exister du tout. Poutine voulait plus de détails. Il a affirmé que la Russie contrôlait la guerre, surtout à Koursk, où selon lui les troupes ukrainiennes seraient bientôt encerclées. Il s'interrogeait aussi sur l'usage que ferait l'Ukraine de ces 30 jours. Zelensky allait-il réarmer son armée? Reformer ses soldats? Comment tout cela serait-il contrôlé? Mais surtout, a déclaré Poutine, nous devons négocier avec nos partenaires américains. Peut-être que j'aurai un appel avec Donald Trump. C'est précisément la réponse que Trump espérait. Pour le président américain, la première négociation de cessez-le-feu avec l'Ukraine était plus un premier pas vers la paix qu'un absolu que Poutine devait accepter. Il souhaitait que Poutine évoque une future conversation. Une fois que Trump avait Poutine au téléphone, l'Amérique pouvait régler les détails et rapprocher le cessez-le-feu de la réalité. L'appel était prévu pour le 18 mars. Dans les heures précédant l'appel, les médias spéculaient sur ce que Poutine et Trump allaient discuter. Selon la British Broadcasting Corporation, Trump avait déjà déclaré que de nombreux éléments de l'accord de paix temporaire avaient été convenus, tout en soulignant qu'il restait beaucoup à négocier dans une publication sur Truth Social. Chaque semaine apporte 2500 morts de soldats des deux côtés, et cela doit cesser maintenant, s'est exclamé Trump. J'ai hâte d'appeler le président Poutine. Trump était optimiste, tandis que Poutine était généralement plus réservé. Interrogé sur le contenu de l'appel téléphonique, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a refusé de commenter. Nous ne faisons jamais cela. Peut-être qu'il n'en avait pas besoin. Poutine a déjà clairement exprimé son opinion sur l'accord de cessez-le-feu initial. Il a quitté la Russie avec trop de questions sans réponse. L'idée est bonne, et nous la soutenons, a déclaré Poutine récemment. Mais il y a des questions à discuter. Poutine avait précédemment déclaré que ces questions porteraient sur les actions de l'Ukraine pendant les 30 jours et le contrôle du cessez-le-feu. Trump a donné plus d'indications sur les sujets de conversation potentiels le 16 mars, 2 jours avant l'appel téléphonique. Nous discuterons de terrain, de centrales électriques et de la division de certains actifs, sujets déjà abordés. Pour Trump, l'appel avec Poutine était une autre occasion de conclure un accord. Le 18 mars est finalement arrivé. Et rien. Au moins pas pour un moment. Poutine a préparé le terrain pour l'humiliation à venir, en laissant Trump attendre plus d'1 heure au-delà de l'heure prévue pour l'appel. C'était un pur jeu de pouvoir de Poutine. Il voulait prouver à Trump qu'il avait l'avantage dans ces discussions. Cela a du sens. Poutine croit que Trump veut être connu comme le président des États-Unis qui réalise la paix en Ukraine. Mais pour le président russe, un cessez-le-feu n'a pas vraiment d'importance. Il se sent avantagé dans son invasion de l'Ukraine. Ses troupes repoussent lentement l'Ukraine hors de l'oblast de Koursk, et la Russie a gagné 1609 miles carrés de territoire ukrainien,
en 2024 grâce à la nouvelle offensive de Poutine à l'est de l'Ukraine. Trump désirait quelque chose, mais Poutine restait indifférent. Selon The Express, Poutine a même ri des avertissements qu'un engagement précédent le mettrait en retard pour son appel avec Trump. Poutine s'adressait au congrès annuel de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs alors qu'il était censé parler à Trump. Saheliv rapporte que l'organisateur de l'événement, Alexandre Choukin, regardait même sa montre pendant que Poutine parlait. Peskov avait informé que l'appel crucial entre Poutine et Trump était prévu à 16h, heure de Moscou. Poutine était toujours présent à l'événement, après 16h. Ne l'écoutez pas, c'est son travail. Poutine aurait dit cela à Choukin, après que Peskov a indiqué que l'appel était déjà en retard. Je ne sais pas, a répondu Choukin. Nous devons voir ce que Trump en dit. L'entourage de Poutine a quitté l'événement vers 17h, entamant un trajet de 20 minutes, pour retourner au Kremlin. Poutine a fait attendre Trump plus d'1 heure avant de décrocher le téléphone, lui infligeant ainsi sa première insulte. Il a contraint le président du pays le plus puissant au monde à patienter pendant qu'il passait une journée à un événement en Russie. La prochaine insulte viendrait après l'appel et serait bien plus humiliante pour Trump. Avant cela, Trump a réussi à ignorer l'insulte initiale de Poutine et a commencé les négociations pendant l'appel téléphonique. Bien que les détails de la conversation restent inconnus, Washington en est ressorti avec des nouvelles positives. Poutine avait accepté un cessez-le-feu partiel. Reuters rapporte que Poutine a dit à Trump que la Russie arrêterait d'attaquer les installations énergétiques de l'Ukraine pendant 30 jours. Ce n'était pas le cessez-le-feu total que les États-Unis et l'Ukraine espéraient. C'était néanmoins un pas dans la bonne direction. L'Ukraine a rapidement déclaré son soutien à la version réduite de l'accord de Poutine. Si la Russie cesse d'attaquer les infrastructures énergétiques ukrainiennes, les forces de Zelensky cesseront leurs attaques dévastatrices contre les raffineries de pétrole russes. La Maison-Blanche a confirmé que des plans pour des discussions plus larges ont été abordés lors de l'appel, sans préciser la date ni la participation de l'Ukraine à ces échanges. Le Kremlin a même confirmé la trêve. Il a déclaré que Poutine avait ordonné l'arrêt immédiat des frappes sur l'infrastructure énergétique ukrainienne. Trump était jubilant. Dans une interview avec Fox News, il a dit qu'ils avaient eu un excellent appel qui a duré presque 2 heures. D'autres commentateurs étaient un peu plus sceptiques. Christine Bozina, qui est la directrice générale du think tank du German Marshall Fund, a qualifié le cessez-le-feu limité de très petits pas en avant. Cet appel a mis en lumière à quel point la Russie va être un interlocuteur difficile et le manque de volonté générale de la Russie à parler de progrès réels pour mettre fin à cette guerre, a-t-elle ajouté. Bozina ne savait probablement pas à quel point ses paroles se révéleraient prophétiques. Suzanne Colborne, experte en questions de sécurité européenne à l'école de politique publique Stanford de l'université Duke, était également méfiante. Il était frappant de voir combien peu de concessions Trump demande aux Russes, bien qu'ils aient envahi leurs voisins. Elle avait raison. Il semble qu'il y ait eu peu de discussions sur les concessions pendant l'appel. La British Broadcasting Corporation rapporte que Poutine et Trump ont également discuté de la possibilité de créer un cessez-le-feu maritime dans la mer Noire. Cela serait plus bénéfique pour la Russie que pour Zelensky, vu que l'Ukraine a décimé un tiers de la flotte russe de la mer Noire. Poutine n'a pas été en mesure d'utiliser cette étendue d'eau à son avantage comme il l'espérait. Un cessez-le-feu là-bas signifierait demander à la Russie d'exiger de l'Ukraine qu'elle cesse d'attaquer ses navires et ports de Crimée avec des missiles et des drones. Tout aussi révélateurs étaient les sujets non abordés durant l'appel. Selon la British Broadcasting Corporation, il n'y a pas eu de discussion sur un cessez-le-feu complet. Poutine n'accepterait jamais cela. Il semble que Trump n'ait pas abordé la condition essentielle de Poutine pour une paix durable. Cette condition est que l'Ukraine doit cesser de se réarmer, en plus de ne plus recevoir d'aide militaire ou de renseignements d'autres nations, si la Russie doit même envisager la paix. Poutine sait que cela n'arrivera pas. Les États-Unis pourraient accepter d'arrêter de fournir des armes et des renseignements à l'Ukraine. Il l'a déjà fait avant, bien qu'il ait changé d'avis suite aux discussions de cessez-le-feu entre Trump et Zelensky. On ne peut cependant pas en dire autant des partenaires européens de l'Ukraine. Beaucoup voient en Poutine une menace pour leur propre souveraineté, surtout s'il obtient ce qu'il veut en Ukraine, et se sont engagés à soutenir l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle gagne la guerre. Mais revenons à la prophétie inattendue de Bozina. L'invasion s'est déroulée plus vite que prévu. Poutine n'avait pas l'intention de respecter l'accord de cessez-le-feu. Il a trompé Trump lors d'un appel téléphonique. L'appel entier était un coup de force. Poutine l'a utilisé pour évaluer la position réelle de l'Amérique, et jusqu'où elle le pousserait aux concessions. Lorsqu'il a découvert que les États-Unis n'allaient pas du tout le pousser, il a rendu un hommage de façade à un cessez-le-feu de l'infrastructure énergétique qu'il savait qu'il allait rompre.
On sait que Poutine avait l'intention de rompre le cessez-le-feu, car il l'a déjà fait auparavant. Le 19 mars, peu après l'appel entre Poutine et Trump, la Russie a lancé une vaste offensive de missiles, drones et bombes contre l'Ukraine. Aux premières heures du matin, une horde de drones a attaqué une station d'énergie ferroviaire dans le Dnipropetrovsk en Ukraine. Les services de presse de la région ont même rapporté que la Russie a lancé une seconde frappe contre la centrale électrique, alors que les équipes ukrainiennes travaillaient à déblayer les conséquences de la première. Oleksandr Shevchenko, directeur adjoint, responsable de la communication et de l'expérience client dans la région d'Ulka-Zalinsk-Nissai, a répondu clairement. Voici à quoi ressemble un cessez-le-feu immédiat sur l'énergie et l'infrastructure. À 1h20 du matin, la Russie a frappé 2 fois les installations énergétiques ferroviaires ukrainiennes dans la région de Dnipro, alors même que les pompiers et un train de secours étaient à l'œuvre. Ce n'est pas tout. En plus de l'attaque contre la centrale électrique ferroviaire, la Russie a aussi frappé par voie aérienne l'infrastructure énergétique de Slaviansk. La ville, qui se trouve dans la région de Donetsk que Poutine a ciblée tout au long de 2024, abrite 100 000 personnes. Selon le Kiev Post, une grande partie de cette ville est maintenant sans électricité. L'attaque de Slaviansk a apparemment été réalisée à l'aide d'une bombe aérienne et a eu lieu moins d'1 heure après la fin de l'appel entre Trump et Poutine. Moins d'1 heure. Poutine n'a mis que peu de temps pour revenir sur sa parole et trahir Trump, c'est un fait. C'était une humiliation massive pour le président américain Trump. Après l'appel, il a dû penser qu'il progressait enfin dans ses négociations de paix pour l'Ukraine. Un cessez-le-feu sur les frappes d'infrastructures énergétiques n'était pas total, mais c'était un pas dans la bonne direction. Les États-Unis et l'Ukraine ont accepté de franchir cette étape, mais pendant qu'ils avançaient, Poutine était resté en arrière et a approuvé une attaque rompant le cessez-le-feu proposé. Immédiatement après son commencement, et cela n'a que de grandes implications pour l'avenir de la guerre en Ukraine. Les attaques russes à Slaviansk et Dnipropetrovsk ont prouvé à Trump qu'il ne peut pas se fier à Poutine, ce qui peut le surprendre. Aussi récemment qu'en 27 février, Trump disait aux journalistes qu'il croyait que Poutine tiendrait parole sur toute forme de paix négociée. Je ne pense pas. Trump a déclaré aux journalistes, à la Maison-Blanche, que lorsqu'un accord sera conclu, ce sera un accord, en réponse à la suggestion du Premier ministre britannique Keir Starmer, que sans soutien militaire américain, la Russie envahirait à nouveau l'Ukraine. Je pense qu'il tiendra sa parole. Je le connais depuis longtemps maintenant, et je pense qu'il le fera. Je ne crois pas qu'il va violer sa parole. Je ne pense pas qu'il reviendra lorsque nous conclurons un accord. Je pense que l'accord va s'arrêter pour l'instant. Trump vient d'être averti qu'il a tort de faire entièrement confiance à ce que lui dit Poutine. En moins d'1 heure, Poutine a rompu sa parole concernant le cessez-le-feu de l'infrastructure énergétique. Combien de temps après un accord de paix Poutine attendrait-il pour attaquer à nouveau l'Ukraine ? C'est une question que Trump doit maintenant mûrir alors qu'il retire le couteau que Poutine vient de lui planter dans le dos. L'Ukraine et les États-Unis doivent accepter que les attaques russes sur l'infrastructure énergétique ukrainienne vont se poursuivre, alors qu'une réponse est recherchée. Ces attaques ont déjà été dévastatrices. Selon le groupe Dioxide qui produit des recherches analytiques, la Russie a mené 25 attaques massives contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine entre septembre 2022 et septembre 2024. Il fait référence à des données extraites du portail de la carte énergétique qui suggèrent que la Russie a lancé au moins 1400 missiles et jusqu'à 500 drones sur les installations énergétiques ukrainiennes pendant cette période. Le groupe a enregistré 11 de ces frappes massives en 2022, avec 5 en 2023, plus 9 jusqu'à septembre 2024. Beaucoup plus ont eu lieu depuis. Et même avant la fin de cette période de 2 ans, l'infrastructure énergétique de l'Ukraine craquait déjà sous le poids des attaques de la Russie. Mais il y avait des points lumineux. En avril 2024, l'Ukraine avait réparé environ 70% des dommages causés à 1000 unités d'équipements électriques en Ukraine, selon le Kyiv Independent. Le problème est que les réparations n'ont fait que pousser Poutine à lancer davantage de ses attaques axées sur l'énergie. Nous l'avons vu le jour de Noël 2024. Sachant que des millions d'Ukrainiens essaieraient au moins de célébrer Noël à une époque où les températures plongent régulièrement en dessous de zéro, Poutine a approuvé une attaque à grande échelle et coordonnée contre l'infrastructure énergétique du pays. Cette attaque, qui a commencé à 6 h du matin, juste au moment où des milliers d'enfants ukrainiens se seraient réveillés pour ouvrir des cadeaux, impliquait 78 missiles et 106 drones pour un total de 184 munitions. L'Ukraine n'a réussi à intercepter que 113 de ces armes. Beaucoup des autres ont touché des cibles clés, y compris les centrales thermiques et hydroélectriques de l'Ukraine,
provoquant des coupures de courant intermittentes d'au moins 4 heures dans de nombreuses régions de l'Ukraine. À Kharkiv par exemple, plus de 2677 bâtiments résidentiels ont perdu leur chauffage en raison des dommages causés aux centrales thermiques de l'Ukraine. Cette attaque a touché 500 000 foyers, principalement des appartements, et l'Ukraine a mis plusieurs jours à rétablir le chauffage pour tous ceux qui en étaient privés. Gardez à l'esprit que cette attaque a eu lieu en plein hiver. Cela montre que Poutine n'a jamais sérieusement envisagé un cessez-le-feu de l'infrastructure énergétique. La hausse des installations de chauffage et d'électricité de l'Ukraine est une tactique précieuse pour le leader russe. Il sème la terreur chez les citoyens et force l'Ukraine à dépenser des ressources précieuses pour les réparations. Les attaques du 19 mars sur Sloviansk et Dnipropetrovsk ne font que démontrer que Poutine ne va pas changer, quoi qu'ils disent. D'autres attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine sont à prévoir, ce qui signifie que l'Ukraine continuera de cibler les raffineries de pétrole russes. Dans une bataille de représailles apparentes, l'Ukraine a frappé certains des actifs énergétiques les plus précieux de la Russie. Mais là où la Russie vise des actifs qui servent directement le peuple ukrainien, les forces de Zelensky ont mis dans leur viseur les installations responsables de la transformation des millions de barils de pétrole brut que la Russie produit chaque année en produits utilisables. Ces frappes ukrainiennes ont été extrêmement efficaces. En février 2025, les attaques de drones ukrainiennes ont perturbé 70% de la capacité de raffinage russe. C'est énorme. Le raffinage transforme le pétrole brut en produits comme l'essence, le diesel et le carburant d'aviation. Sans ces installations, la Russie produit moins de produits liés au pétrole qu'elle peut vendre aux clients qui lui restent après les sanctions occidentales. Ces frappes sont cruciales pour l'Ukraine car elles restreignent l'approvisionnement en carburant des forces terrestres russes sur les lignes de front du conflit. L'Ukraine a même mené une massive attaque de drones le 16 mars, 2 jours avant le cessez-le-feu, qui visait l'oléoduc Druzhbaya, l'un des plus grands réseaux pétroliers du monde. Druzhbaya fournit à la capitale russe, Moscou, une grande partie de son carburant. L'offensive en Ukraine a compromis la moitié de l'approvisionnement en carburant de Moscou, expliquant la volonté feinte de Poutine d'un cessez-le-feu. Il espérait que l'Ukraine accepterait et arrêterait ses attaques, même temporairement, pour éviter une suite immédiate. Cela laisserait le temps aux Ukrainiens de réparer les dégâts, tout en permettant à Poutine de lancer une attaque surprise contre une Ukraine croyant à une trêve des deux côtés. Qu'en est-il du cessez-le-feu négocié par Trump avec Poutine? Il est évidemment mort dans l'eau. L'attaque de la Russie sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine était bien calculée. Poutine pourrait prétendre qu'il n'a pas eu le temps d'arrêter l'assaut, survenu 1 heure après son appel avec Trump. Quand l'Ukraine ripostera en frappant une autre raffinerie russe, Poutine prétendra que c'est l'Ukraine qui a rompu le cessez-le-feu. Il mentirait. Mais ce n'est rien de nouveau pour le président russe, comme Trump vient de le réaliser. Zelensky savait probablement dès le départ que Poutine n'avait pas l'intention de respecter sa parole. Vous voyez, a-t-il dit aux journalistes à la suite des attaques de Slaviansk et de Dnipropetrovsk, il y a déjà une alerte aérienne, donc ce cessez-le-feu ne fonctionne déjà pas. Zelensky a également promis que l'Ukraine riposterait. Il n'y aura pas de situation où la Russie continuera à bombarder notre infrastructure énergétique et nous ne répondrons pas. Nous répondrons. Le président ukrainien a rugi aux journalistes, envoyant un message clair à Poutine. Si Poutine ne respecte pas son propre cessez-le-feu, il se trompe en pensant que l'Ukraine cessera ses attaques. Une autre frappe majeure sur une raffinerie de pétrole russe est probablement imminente. Il est difficile de prédire la réaction de Trump face à la récente attaque russe contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Il vient de voir un accord qu'il a négocié exploser en plein visage. Va-t-il essayer de justifier l'attaque au nom de Poutine tout en espérant qu'il pourra ramasser les morceaux du cessez-le-feu déjà brisé? Ou va-t-il punir Poutine en fournissant plus d'aide à l'Ukraine tout en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'heure, dites-nous comment vous pensez que Trump réagira face à cette cuisante humiliation. Êtes-vous surpris que Poutine ait si rapidement renié sa parole? Que pensez-vous que ces dernières attaques signifient pour l'avenir des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie? Dites-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des informations à jour sur les dernières innovations militaires ukrainiennes. Nous nous efforçons d'être une source d'informations précises et à jour sur les principaux conflits, et nous apprécions grandement votre soutien.